Bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Cette fois-ci, je suis avec Bruno Navo. Et pour vous dire, j'étais un peu gêné parce que je n'étais pas sûr s'il fallait l'appeler Bruno ou Navo. Et après notre conversation, je ne sais toujours pas. C'était un grand plaisir vraiment de parler avec lui. Parce que c'est la première fois que j'ai parlé avec quelqu'un qui écrit pour les autres. Bruno, il a écrit pour Shirley, Kéron, Kian. Et bien sûr, il est notamment connu d'avoir coécrit et co-réalisé. Bref. Et c'était très intéressant de comprendre pourquoi il préfère écrire pour les autres et ne pas monter sur scène lui-même. Donc moi, de mon côté, j'ai beaucoup appris. Bonne écoute. J'ai l'impression que t'es quelqu'un qui est très technique. Non. Enfin, technique... Que tu connais les machines. Ah ouais, mais c'est les lunettes, ça. Les gens pensent que... Mais c'est pas vrai. Ouais, non. Les gens pensent que je suis geek, mais je suis pas... Je suis sympathisant geek. Voilà, tous les geeks sont sympathisants, non? Non, mais c'est-à-dire que je côtoie les geeks, je les connais, j'essaie de comprendre. Comment ils pensent. Voilà, tout ça, ouais. Mais je suis pas... Je suis pas un gros gamer, je suis pas un gros... je suis pas super fort en informatique, enfin tu vois, mais quand ils font une blague, en général, je la comprends. Ou si je la comprends pas, en tout cas, je leur dis hey, explique-moi cette blague. Ah oui, donc t'es le geek des geeks en fait. Tu veux comprendre le milieu des geeks. Je suis enterre-geek, quoi. Ouais, parce que la plupart des gens disent je m'en fous, c'est un geek qui a raconté cette blague, je m'en fous. Mais toi, ça t'intéresse là. Ouais, ça m'intéresse, c'est un univers que je trouve intéressant, que je trouve pointu, c'est un truc un peu... Puis il y a ce côté... pas revanche, mais... Enfin, tu sais, il y a eu tout le truc autour des geeks, c'est devenu la mode à un moment. Il y a quoi, il y a 4-5 ans, c'est devenu la mode d'être un geek. Avant, avant ça l'était pas. Et ces gens-là, même si c'est pas des gens, c'est pas une communauté, c'est pas un groupe qui se réunissait la nuit et tout ça, mais c'est des potes geeks, j'en avais à l'époque. Ouais. Et qui le vivaient très bien. Et c'était cool, en fait. Ouais. Un peu comme Dedo, quand il te parlait des hardos. Ouais. Bah, c'était pareil, c'est pas que des mecs complètement associables. Au contraire, enfin, souvent... Mais Dedo, il a les deux. J'ai l'impression qu'il est métal et geek. Il est plus geek que moi, Dedo. Enfin, il est geek de cinéma. En fait, geek, c'est passionné. Lui, il est geek cinéma. Ouais. C'est-à-dire que vraiment... Enfin, voilà, quoi. Tu dis n'importe quel film, il te dit, ouais, mais je crois que le Perchman, hein, c'était Bob. En fait, c'est le même Perchman que sur tel film. Ouais. La petite fille, en fait, elle a grandi après. Elle a fait un second rôle. Tu vois, il connaît tout. Ouais. C'est IMDb. Ouais. C'est une maladie en fait. Ouais, non, je pense que c'est une passion en fait. C'est vraiment c'est le mec qui lit vraiment les magazines de ciné depuis qu'il est tout petit, qui s'est passionné pour ça. Et toi, t'es geek de quelque chose en particulier? Non, pas vraiment. C'est pour ça que je dis je suis plus sympathisant geek. Ouais, d'accord. Je pense être un peu accepté dans leur cercle. Ouais. Parce que grâce à tes lunettes en fait. Ouais, j'allais dire à cause d'eux, mais grâce aux lunettes c'est grâce. Et aussi je pense parce que c'est pas du tout... En vérité, tout le monde est sympathisant geek. Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment... enfin, la plupart des gens que je côtoie dans ce petit milieu geek, ouais. Enfin, les vrais fous, ceux qui ont été gamers professionnels, par exemple, ou des gens comme ça, c'est les gens les plus sympas du monde. Ouais. C'est le monde qui a a priori sur eux. Hors jeu, s'ils jouent Dungeons & Dragons avec toi, Dungeons & Dragons, je sais pas comment dire en français, peut-être ils sont très méchants contre toi, mais hors jeu... Ah oui. Après, moi je suis pareil. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas si tu connais le loup-garou, le jeu de loup-garou tire celui, voilà. Moi je me fâche avec des gens. Ouais, wow, ça c'est dans le jeu. Donc je dis, mais c'était dans le jeu. Oui, mais quand même, ma mère est respectable. Mais c'était dans le jeu, mec. Voilà. Je suis pas un geek. D'accord, ok, très bien. En fait, j'ai pas la prétention de dire que je suis geek. Ouais, bon, tant mieux, on va dire. Comme ça, tu peux avoir légalement une copine, par exemple. Mais c'est pour ça, c'est ça le problème avec votre image du geek. Ouais. Non, mais la plupart des mecs que je connais qui sont beaucoup plus geeks que moi, ils ont des copines, ils ont une vie sexuelle épanouie, ils ont un travail, ils gagnent de l'argent. Ouais, non, je sais, je stéréotype, moi. Ah, mais c'est normal, t'es stand-upper. Ouais, je suis obligé. Ouais, ça fait partie de ton taf. Et ouais, j'ai aussi un côté geek, moi. Ouais. Je fais un podcast sur les humoristes. C'est très geek, ça. Des blagues misogynes, tu sais, tous les procès comme ça, on devrait pouvoir dire, mais je suis humoriste. Ouais. Et le juge dit, ok, il est humoriste. On a vu. Ouais. Donc, je suis avec Bruno Navo, je sais pas lequel. Les deux. Les deux. Vas-y. Faisant 1 sur 2 ou... Ok, je vais changer.
Donc Bruno, on se connaît, mais on se connaît pas. C'est vrai. Tu viens d'où en fait? C'est-à-dire où je suis né. De quel ventre es-tu sorti? Alors, du ventre de ma mère, qui s'appelle Martine, qui est une femme très bien. Je suis né à Aubervilliers, donc dans le 93. C'est pas trop loin d'ici. C'est pas très loin, ouais. C'est à côté. Et j'ai grandi à Stein, à côté de Saint-Denis, voilà, dans le 93 aussi. D'accord. Et donc, t'es parisien, toi. On peut dire que t'es parisien même si t'as grandi. Pour un New-Yorkais, je suis parisien, mais pour un parisien, je suis banlieusard. D'accord. Parce que j'ai grandi mes 25 premières années en banlieue. Oui, mais à quoi? À 5 minutes de pied de Paris? Ah, mais c'est Aubervilliers, c'est juste à côté. C'est 5 minutes qui comptent. C'est un peu plus haut, c'est Stein, mais c'est 5 minutes qui comptent. Moi, ce qu'on a dit tout à l'heure, que Paris est vraiment Paris, et après... Voilà, il y a Paris et le reste. Et je dis que le périph' est une espèce de douve, de lave. Ouais, c'est ça. Qui est très dur à franchir. Qui entoure le château de Paris. D'accord, et donc tu as eu une petite enfance normale, banlieusard. Ouais, normale banlieusard, après banlieusard de France. Ouais. Donc en cité, voilà, avec... c'était pas très très riche, c'était un peu... Enfin, c'était même pauvre. Ouais. Mais c'est cool parce que je trouve que ça t'ouvre l'esprit, en fait. C'est-à-dire que tu commences... Par exemple, quand je vois les réactions... il y a beaucoup de racisme, pas le racisme pur et dur, genre au Front National, etc. On y va, on va tuer les étrangers. Ouais. Mais le racisme latent, diffus, qui est là tout le temps. Ouais. Ce racisme-là, en fait, il est un peu éliminé dès le départ, parce que tu vois juste des cons et des pas cons. Ouais. Tu vois, t'arrives, jour 1, t'as tout. T'as des noirs, des jaunes, des bleus, des verts, des gris. Et tu vois bien qu'il y en a un con, un pas con, un con, un pas con, et que c'est pas du tout lié. Ouais. Et je pense que dès le début, même malgré toi, au niveau de ton éducation, tu te rends compte, tu dis bah ouais, mais en fait ils sont tous cons. Ouais, soit ils sont tous cons, voilà, non, mais c'est tous des humains, donc c'est à peu près tous des cons, mais peu importe les origines en fait. Ouais, et ceux qui sont malins, ils sont pas plus blancs ou moins blancs que les autres en fait. Bon, déjà c'est un très grand. Tu démarres dans la vie, t'es bien déjà. Ouais. C'est-à-dire que t'es moins con que beaucoup, je pense. Ouais, il y a déjà, j'allais dire, il y a peu de gens dans le monde qui peuvent dire pareil, c'est-à-dire de grandir dans un tel milieu aussi mélangé. Ouais, mais par contre, dans ce milieu même, après, sans faire de généralité non plus, mais dans ce milieu même, comme il n'y a pas beaucoup de juifs dans les cités, je sais pas pourquoi il y en a, mais enfin, il n'y en a pas énormément, en tout cas, il y en a moins, il n'y a pas beaucoup d'homosexuels, ou en tout cas, ils le cachent bien. Ouais. Sûrement, du coup, il y a quand même beaucoup d'antisémitisme et d'homophobie diffuse, enfin la même, celle qui est un peu diffuse, c'est-à-dire que on dit pas qu'on va tous les tuer, mais quand ils sont là, c'est bizarre. Ouais. Enfin, donc il y avait quand même ce truc-là, mais qui est bizarre parce que tu as envie de dire, mais venez, on applique ce qu'on a découvert tous ensemble là. On a bien vu qu'on était tous aussi cons les uns que les autres. Ouais, pourquoi eux ils seraient plus cons? Mais parce qu'ils sont juifs. Voilà. Non, parce qu'ils sont pas là en fait. C'est ça. Non, bien sûr. C'est dès que quelqu'un est pas là. Ça c'est la nature humaine. C'est la nature humaine, ouais. Et donc t'as commencé, on s'est croisés plusieurs fois. Je pense que c'était au bordel, non, ou Comedy School, chose comme ça. Dans le club Comedy School. Ça fait quoi? Ça fait genre 3 ans à peu près. Ouais, c'est ça. 3-4 ans, je sais. Et tu faisais du stand-up à l'époque. Plus ou moins en fait. Je me souviens que tu commençais juste à faire quelques petits passages. Ouais, quand on s'est connus, j'avais dit tiens, je vais essayer pour rigoler. Ouais. Je me souviens. J'ai jamais fait ça très sérieusement en fait. Ouais, je me souviens que on a parlé de ça justement et tu m'as dit que tu le fais pour le kiff. Ouais. Mais pas plus que ça. Parce que tu étais plutôt côté écriture. Ouais. Je suis plutôt auteur pour les autres moi au départ. Au départ, déjà avant ça. Ouais, moi quand je suis arrivé, c'était en 2008. Quand je suis arrivé, ça veut rien dire, mais en tout cas, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, c'était en 2008 avec Keiron. Ouais. Ce travail d'écrire pour les autres. Voilà, parce que j'étais co-auteur de Keiron au moment où il arrivait au Jamel Comedy Club. D'accord. 2e saison, enfin 3e saison, je crois. Oui. Voilà, et donc c'est là que j'ai découvert quand je suis allé avec lui et qu'on répétait, tu sais, ce que tu peaufines ton passage quasiment chaque soir à l'époque au Comedy Club pour que à l'émission ce soit parfait. Ouais. Donc on était il y avait cette espèce
groupe qui était encore pas mal composé des gens de la première troupe. Ouais. Thomas, Fabrice, Dedo, Yacine. Ouais. Voilà. Et quand je suis arrivé dans ce milieu-là, je disais, putain, c'est génial en fait. Je me souviens que c'est là que je me suis vraiment dit, c'est ça, ok, c'est ce que je veux faire. Parce qu'avant, c'était être au téléphone ou passer chez Kairon et puis écrire des blagues. Ouais. Là, c'était être là, voir les réactions des gens. Puis il y avait les autres qui passaient, discuter avec les autres. Moi, j'étais dans une position où je passais pas sur scène, donc du coup, j'étais un peu débarrassé du stress et du trac. Et donc, j'étais beaucoup plus focalisé sur les blagues. Donc, j'aidais aussi un peu les copains en disant, ah, ça, quand tu fais ça, j'ai vu que peut-être t'aurais pu faire ça. Ouais. Et c'est là que je pense que c'est là vraiment, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Mais déjà, comment t'es entré dedans? Comment tu connaissais Kairon? Ouais. Ah, d'accord, il est un ami d'enfance. Ouais, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Ah, d'accord. Ok, et donc vous avez grandi dans le même... vous êtes allés à l'école ensemble et tout. Ouais, en fait, nos mères respectives travaillaient ensemble. On travaillait ensemble un moment dans les assos de banlieue où elles étaient. Ok. Et du coup, par l'assos, en fait, ils organisent des trucs pour les jeunes, pour les mères de famille isolées, des choses comme ça. Mm-hmm. Et du coup, dans cette association, il y avait des sorties, il y avait des événements, et je l'ai connu là-bas, en tant que le fils de la collègue de ma mère. D'accord. Voilà. Et donc, quand il commençait à faire du stand-up, il t'a appelé parce qu'il trouvait que t'es drôle ou juste parce qu'il avait... Parce qu'en fait, on faisait des conneries ensemble tout le temps. Les blagues, avant qu'il fasse du stand-up, on écrivait déjà, on faisait des trucs, on faisait des bêtises. Ouais. Tu sais, quand t'es jeune et que t'écris pour aucune raison. Ouais. Tu sais même pas pourquoi ça. Tu te lèves, tu dis tiens, viens, on écrit une BD. Elle sortira jamais, tu connais pas d'éditeur. Ou viens, on écrit j'en sais rien moi, un spectacle, une pièce de théâtre, mais pour rien. Court-métrage, ouais, mais pour rien. Il y avait rien. Je me souviens qu'on a écrit un dessin animé. Oui. Alors que faire un dessin animé en France, c'est compliqué. Ouais. Alors quand t'as 17-18 ans et que t'as jamais rien fait, c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais on le faisait, parce que ça nous amusait de le faire, puis c'était marrant pour nous. On se faisait marrer nous, quoi. Et donc du coup, quand il est passé au stand-up, il a commencé à m'appeler en disant ouais, qu'est-ce que tu penses de cette blague et celle-là, et moi j'ai proposé des trucs, etc. Puis au bout d'un moment, il m'a dit bon bah vas-y, viens, on le fait ensemble. Et pourquoi il voulait faire du stand-up? C'est une idée à lui ou vous commencez à regarder Jamel ou... Alors c'est une idée à lui, mais je sais plus comment ça s'est fait. En fait, il y a Kader qui recrutait. Kader Aoun, donc, qui était le directeur artistique du Jamel Comedy Club, qui... faudrait lui demander à lui, il faudrait l'interviewer. Ouais, je vais faire un podcast avec lui à un moment. Mais en fait, c'est ça, c'est Kader Aoun, il y a eu une espèce d'audition, de message qui est passé, Kader Aoun cherche des gens, lui est tombé sur cette info, je sais plus trop comment, par quelqu'un, un ami, et lui, il avait vu Seinfeld, et ça lui avait fait dire, ah, tiens, c'est pas mal, j'aimerais bien essayer, et du coup... il avait 5 minutes, qu'il avait enregistré, je crois. Ouais. Et il les avait filés à Kader Aoun. Et il a aimé ce qu'il a vu. Kader Aoun a aimé, il a dit c'est bien, mais t'as retravaillé depuis 1 an. Ouais. Et Kader Aoun a dit oui, alors c'était faux. Ouais. Mais du coup, on a retravaillé ce qu'il aurait dû retravailler sur 1 an. D'accord. Et donc. Ah non, parce qu'on a travaillé après, je crois que ce premier passage, j'étais pas dedans. Je n'ai pas écrit avec lui. D'accord, son tout premier passage au Mais il faudrait demander à Kairon, parce que j'ai plus de mémoire là. Okay. Tu m'as perdu là. Et donc. Ça t'a plu l'idée de créer de vannes? Le stand-up, tu connaissais déjà ou c'était quelque chose qui était un peu en fait, je connaissais surtout la France, quoi. Ouais. Je m'étais pas trop intéressé aux États-Unis. Je sais que si Kairon m'avait montré Seinfeld, à l'époque, il y a Tomer et Jamel, mais surtout Tomer qui avait vraiment pris un positionnement stand-up. Ouais. Et puis Jamel aussi un peu dans la foulée. Ouais. Et je trouvais ça marrant, ouais. Mais en fait, j'ai jamais eu de... En fait, pour moi, quand c'est marrant, c'est marrant. C'est-à-dire que si tu me dis, viens, on fait une chanson marrante, je suis content de l'écrire. Tu me dis, viens, on fait un sketch cool, un dessin animé, une BD, ce que tu veux. Le média m'intéresse un peu moins. Enfin, ils m'intéressent tous pareil, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est tous des médias, quoi. Ouais. Et donc, ce qui t'intéressait, c'était l'écriture d'une vanne, ou pas forcément d'une vanne. Ouais, c'est le côté vanne qui te plaisait ou non, c'est l'écriture. D'accord. C'est vraiment... c'est le fait d'écrire. C'est une passion que j'ai. Je sais pas d'où elle est venue au départ, mais... Et donc, quand tu commençais à écrire pour Kairon, tu voyais tes vannes à travers sa bouche marcher avec un public
Et toi, tu étais dans la salle. C'était un grand plaisir, j'imagine. Oui. C'est le plaisir de l'auteur. Ouais. Avec tout le principe de l'ego. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, mon idée du truc, c'est que les gens qui sont bien dans leur vie, et dans leur métier, etc., surtout dans les métiers artistiques, c'est des gens qui ont accepté qu'ils avaient un ego. Ouais. Et en fait, il y a toute une phase où tu refuses que t'en as un. Ouais. Tu dis, moi, jamais. Mais non, c'est fou, quoi. Ouais. Mais en vérité, t'en as un. Et une fois que t'as résolu ce problème et que tu dis, ok, où est mon ego? Ouais. C'est-à-dire qu'un comédien dit, ok, ben moi, ce que j'aime, c'est quand on m'applaudit. Ouais. C'est pas grave, c'est pas sale, c'est pas triste. Ouais. Faut juste que je le sache. Et parce je que comme ça, les jours où je suis énervé, je peux me demander, attends, mais c'est quand la dernière fois qu'on m'a applaudi? Ah ouais, ça fait longtemps, attends, je vais remonter sur scène, je vais refaire 5 minutes quelque part, je vais faire un truc, je vais prendre un peu d'applaudissements et ça va aller mieux. Et je pense que tout le monde a son ego quelque part. Ouais. Et pas que dans ces métiers-là, hein, je pense dans tout. Ouais, bien sûr. Et je pense que l'ego de l'auteur, c'est un truc un peu... c'est le côté, t'es dans l'ombre, t'es dans une salle, t'es assis avec des gens, les gens rigolent, et tu te dis, c'est moi. Vous le savez pas, hein. Ouais. Mais j'ai participé à ça. Donc, quelque part, tu as un plaisir de ne pas être dans la lumière. Ah ouais, tu préfères, en fait. Ah ouais, moi je préfère. D'être... Mais c'est pour ça qu'avec Kian, qu'aujourd'hui, de Bref, ça marche, c'est cool, parce que c'est exactement... Pour moi, on est dans la situation que je préfère. Idéal, en voilà. fait. Tu as fait une petite apparence dans apparition dans quoi, 2 épisodes. Dans 2 épisodes, mais c'était pour rigoler. C'est tout, et donc c'est qui cet homme avec à lunettes mystérieux. Ouais, voilà, mais c'est même pas le côté mystérieux, c'est le côté déjà du fait de quand je marche dans la rue, personne me parle. Ouais. Moi, ça m'arrange. D'accord, pourquoi? Parce que j'aime pas trop les gens. Enfin, c'est pas que j'aime pas les gens, mais enfin. T'aimes pas les gens qui t'harcèlent. On peut s'avouer que 95-99% du temps, ça sert un peu à rien. Ouais. C'est quelqu'un qui dit ça fait plaisir. Hein. Mais si tout le monde dans la vie, si quand t'es connu, tout le monde dans la vie se contentait de faire un petit mouvement de tête, genre hey, j'aime bien ce que tu fais, et continuer sa route, moi je suis pour, ok, je veux bien être connu. Mais quand t'es connu, il y a un truc que tu dois accepter, c'est que les gens te connaissent. Surtout par exemple dans le cas de Kian, c'est presque un pote maintenant, c'est quelqu'un qui est, tu vois, un personnage, il joue un personnage qui est très normal, qui ressemble à un peu Monsieur Tout le Monde, et du coup les gens s'identifient à lui, ou en tout cas l'identifient à des potes, à un proche, et donc faut accepter, et c'est normal, hein, c'est-à-dire que je pense pas que les gens sont des enfoirés de faire ça, mais il faut accepter que tout le monde va venir te parler comme s'il te connaissait, te dire c'est cool ce que tu fais, viens on fait une photo, tu peux faire mon répondeur téléphonique, et qu'en gros c'est un truc qu'il faut accepter, et moi ça m'arrange de pas avoir à l'accepter. Voilà. Je dis, bah c'est cool, voilà. Donc pourquoi ça te va de recevoir des applaudissements de rire dans une salle en sachant que c'est ta vanne? C'est juste le côté harcèlement dans la rue qui te gêne? Non, c'est parce que je trouve ça cool que ce soit ma vanne qui soit applaudie. D'accord. Parce que j'ai écrit qui applaudit, c'est pas moi. Et t'aimerais pas, par exemple, quand tu montais sur scène, justement, après un moment, tu es monté sur scène, tu aimais pas le fait que les gens riaient à ta vanne dans ta bouche avec toi devant eux? Ouais, non, en fait... Ça t'a pas plu? Enfin, non, si, ça m'a plu, mais pour les mêmes raisons. D'accord. Parce que les gens riaient à ma blague. D'accord. Mais ça m'a pas rempli d'un truc genre, haha, maintenant ils savent, tu vois, ils savent que c'est moi. Oui. En fait, j'ai l'impression que c'est comme être fier d'un enfant. Ouais. Tu vois, je suis fier je fais une blague, tu vois, j'accouche d'une blague. Après, on me dit elle est belle, elle est mignonne. Ouais. Et je dis cool. Ouais. Je suis fier qu'on me dise qu'elle est mignonne, mais je me dis pas, je m'attends pas à ce qu'on m'applaudisse à l'accouchement en disant c'est génial, voilà, t'es en train de faire une vanne, mec. Ouais. Et du coup, je trouve que je sais pas. Mais après, c'est dur d'expliquer où est-ce qu'on met son ego. Ouais. C'est dur de l'expliquer. Non, je suis d'accord. Et c'est drôle parce que moi, je prends un tel plaisir d'être sur scène indépendamment de mon ego, juste d'être dans le moment avec le public, raconter une vanne qui marche et juste de sentir cette symbiose, c'est un mot en France, avec le public qui est un moment présent, ça me plaît. Ah oui, mais moi aussi. J'adore l'écriture aussi. J'aime trouver la vanne sur mon petit ordinateur. Justement, j'ai ce côté c'est bien, ça va faire rire. Mais j'aime aussi le côté d'être présent. Mais ça, mais non, pas ça, autant. Je trouve ça cool. Enfin, je trouve ça bien, mais c'est pas nécessaire. Ouais. Je préfère vraiment écrire. Ouais. À la fameuse question, tu préfères écrire ou jouer? Moi, je préfère vraiment écrire. Ouais.
tu me dis plus jamais de ta vie, on entend ta voix, mais tu continues d'écrire, je préfère ça que l'inverse. Ouais. Et donc, comment ça c'est arrivé que tu commençais à écrire pour d'autres gens, à part Keiron? Alors, comment ça s'est fait? C'est une bonne question. En fait, c'est bizarre parce que petit à petit, ton nom circule un peu. Les gens vont voir le spectacle. Enfin, il y a des gens qui sont allés voir le spectacle de Keiron. J'ai filé des coups de main au Comedy Club. Alors, tu étais le seul à écrire avec lui ou il y avait plusieurs? Non, j'étais le seul. D'accord. Enfin, j'écrivais. Non, j'en étais deux, lui et moi. Ouais, d'accord. Mais je veux Lui dire aussi, ouais, c'était que vous. Donc ouais, on écrivait tous les deux, mais une fois là-bas, moi j'aidais un peu tout le monde. Puis j'ai retrouvé Yacine là-bas, parce qu'en fait je le connaissais aussi de mon adolescence. Vous avez tous grandi ensemble en fait. Bah en fait on s'est retrouvés là-bas. Je fais, qu'est-ce que tu fais là, mec? Bah c'est peut-être d'ailleurs par lui que Keiron a su que Keiron cherchait. Je sais pas du tout. Ah, c'est possible. Mais voilà. Ah putain, Yacine, c'est cool. On faisait de l'impro ensemble au théâtre quand on était jeunes. Ouais. Et puis voilà, puis petit à petit ça s'est fait comme ça, il me semble. Alors tu fais appel à ma mémoire, donc peut-être que je dis de la merde, mais il me semble que ce qui s'est passé, c'est qu'après, au bout d'un moment, il y a eu une émission de radio Comedy Club, qui était présentée par Yacine, Dedo et Shirley, et qui m'ont demandé d'être auteur avec eux. Avec Yacine Dedo qui me connaissait du Comedy Club. Pour l'émission. Pour l'émission, voilà. Ouais. J'ai écrit dans l'émission, et au bout d'un moment, Shirley, qui avait un spectacle, m'a demandé de réécrire son spectacle avec elle. Ouais. Donc c'est comme ça que je suis devenu auteur de Shirley. D'accord. Parce que c'est en vérité les trois principaux humoristes avec qui j'ai écrit, c'est Keiron, Shirley et Kian. Tu prends presque n'importe quelle offre à l'époque où tu travaillais avec les gens avec qui tu t'entendais bien ou comme ça? Ah ouais, non, je prenais. En fait, je me disais, quitte à. Enfin. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mon taf j'avais un taf pourri. C'était quoi? C'était alors à la base j'étais j'étais coursier. C'était mon beau-frère de l'époque, si tu veux savoir, qui m'avait fait entrer dans sa boîte qui était une étude notariale. Oui. Donc c'était chez des notaires et ils avaient besoin d'un deuxième coursier. Ils avaient déjà un coursier. C'est celui qui prend le vélo pour aller déposer les documents. Le scooter, sauf que moi j'avais pas le permis. Et donc je le faisais en métro. En remplacement de celui qui a le scooter quand il pouvait pas, qu'il y avait deux trucs en même temps, voilà. Sauf qu'une fois là-bas je filais des coups de main au niveau des ordinateurs parce que je connaissais Windows, je savais faire CTRL-ALT-SUP, tu vois. Et ça, pour un notaire, ça veut dire que t'es un génie, t'es au top. Tu sais tirer de Word, t'es au top. Je pense qu'il y a une vanne dans Bref. Ouais, voilà, c'est ça, il y a une vanne dans Bref par rapport à ça. Donc j'étais au top pour eux, et donc je suis plus ou moins passé à l'intendance informatique avec eux. Donc je m'occupais du réseau, finalement, j'étais celui qui comprenait ce que disait le prestataire quand il y avait une panne. Voilà. Quand il y avait une panne, j'appelais, le mec me disait quelque chose, et moi je comprenais ce que ça voulait dire, relance le serveur. Ouais, d'accord. Mais donc pour eux, j'étais au top de l'informatique. Ouais, tu étais un génie. Voilà. Mais c'était quand même bien chiant. Et donc à cette époque-là, vers 2008, donc l'été 2008, du matin au soir, je suis chez les notaires, et le soir, je suis au Jamel Comedy Club avec Keiron. Et je me rends compte qu'il faut être disponible, en fait. Je me dis, un des critères pour travailler là-dedans, c'est que tout le monde se voit l'après-midi. Et si je suis pas dispo l'après-midi, c'est mort. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à négocier avec ma boîte. J'aimerais bien partir, ce serait cool si j'avais du chômage. Est-ce que si je pars en décembre, Et donc une fois que je suis parti et que j'avais un peu de chômage à côté pour vivre, là j'étais dispo. Et je me suis dit, quitte à être dispo, et quitte à avoir quitté mon taf, autant faire un truc qui me fait vraiment marrer. Donc je choisissais, pour revenir à la question, c'était donc je choisissais j'acceptais les propositions des autres en fonction de si j'ai trouvé marrant. Et si j'ai trouvé si je trouvais que c'était un média intéressant. Typiquement, Kian, il avait rien à l'époque. Il était en slip. Et il m'a dit, j'aimerais bien réécrire mon spectacle. Est-ce que tu veux bien qu'on écrive ensemble? Et je lui ai dit, Son One. Ou le duo, d'accord. Son One Man Show, et je lui ai dit alors qu'il y avait rien. Alors qu'il y avait rien à cette époque-là, j'avais rien non plus, parce que mon chômage s'arrêtait. Je dis parce que je préfère manger des nouilles et bosser un truc que j'aime vraiment et un truc auquel je crois. Et Kian, il est incroyable. Donc je disais, Kian, c'était tellement le meilleur jouet possible du monde pour un auteur, parce qu'il joue super bien, il est marrant en lui-même, il capte super bien les trucs. Enfin, il fait plein de voix, de personnages. Enfin, il est et je dis, il fait du violon, c'est un Américain, il fait le show. Et je dis, ça va être marrant avec Kian.
Et le temps me prouve que c'est mieux de faire ça. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait... L'histoire m'a dit que c'est bon, c'est ça qu'il fallait faire en fait. Ouais. Est-ce qu'il y avait des doutes? Est-ce que c'était difficile de lâcher ton boulot? Genre, même si c'était quelque chose qui te plaisait, tu savais que c'était une voie où tu aimerais suivre, est-ce que tu avais quand même une peur ou des doutes en disant oui, mais si je me lance dedans, peut-être dans 1 an, 2 ans, ça emmène à rien? Ouais, mais il faut le faire. D'accord. En fait, tu dis ouais, mais il faut le faire. Ouais. Ça fait peur, mais il faut le faire. En fait, je m'étais caché, à l'époque j'étais en couple. Oui. Et je m'étais caché, maintenant je suis en couple, Ouais. à cette époque-là j'étais dans un autre couple, Un autre couple. et je m'étais caché derrière ça un petit Ouais. peu, je pense maintenant avec le recul, Ouais. en disant non, je peux pas lui faire ça. Je peux pas. Lui à elle, c'est Ouais, à elle, ouais. Lui, mais ça marche comme ça en français. Oh, Lui, je peux pas lui faire ça en fait. Ouais. Je peux pas quitter mon taf, plus avoir d'argent, rien. Après, elle va vouloir partir en vacances et faire des trucs et dire non, on peut pas payer le loyer. Dire bon, Ouais. tu peux payer le loyer, s'il te plaît, chérie. Ouais. Donc je m'étais plus ou moins. Après, c'était un peu légitime de dire ça, Ouais. mais je m'étais un peu caché derrière ça en disant. Puis après, comme elle m'a quitté, Ouais, tu te dis... j'ai dit bah, en fait, c'est quelqu'un qui est venu et qui a tiré sur mon excuse en fait. Ouais. Il a tué mon excuse devant moi. Ouais. Et il m'a dit et maintenant. Ouais. T'as plus d'excuses, tu fais quoi? Et je dis bon bah vas-y, si je suis un bonhomme, j'arrête. Donc j'ai arrêté mon taf et je suis Ouais. parti. D'accord. Voilà. Donc si ça faisait peur, mais Tu sentais sûrement aussi une grande liberté. ouais. Et puis quand j'ai eu le chômage, ça s'est vraiment bien tombé. Ouais. C'est-à-dire que Vive la France. ouais voilà, c'est-à-dire que j'ai eu presque 2 ans, je crois 1 an et demi de chômage. Ouais. Donc ça te met quand même une sécurité. Et après, C'est mais sûr. après, quand t'as le chômage, tu fais rien. Ouais. Ça c'est une des règles. C'est ça le danger. Ouais. Mais apparemment, toi, tu avais déjà des choses en route. J'avais des petits trucs en route, mais rien de Ouais, des concrets. rien de fou quoi. J'avais Ouais. une émission de radio qui payait pas énormément, Ouais. petit auteur, un truc hebdomadaire. Et donc c'était Shirley qui Ouais. s'est approché de toi. Ouais, on s'est connus à la radio et elle m'a demandé de coécrire son spectacle. Et donc, à quel point c'était déjà en place son spectacle ou vous avez commencé à zéro ou... Non, elle avait déjà un spectacle qu'elle Ouais. trouvait pas assez musclé, pas assez structuré, elle voulait rajouter des choses. Donc, t'as pris ce squelette ou Ouais. ces bases, et après t'as ajouté, on t'as l'a développé repris en ensemble. fait. C'est ça, on l'a C'est repris pas que ensemble. vous avez complètement recommencé à zéro. Ouais, non, voilà, on l'a repris ensemble. En fait, au final, mais après, tu sais, un spectacle, ça évolue tout le temps. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, il y avait quasiment plus rien à part quelques thèmes de son spectacle d'origine. Oui. Mais voilà, on l'a peaufiné, on l'a restructuré, on a travaillé ensemble en disant mais ok, alors cette idée-là, pourquoi pas, ça, ouais. Puis elle, il y avait des trucs qu'elle aimait plus. Et c'est plus facile quand tu te mets avec quelqu'un. C'est souvent un deuxième spectacle en fait. C'est souvent l'adaptation du premier quand tu te mets avec un co-auteur. Parce que le premier, t'as envie de montrer que tu peux le faire tout seul. Oui. Et le deuxième, c'est bon, tu sais que tu peux faire tout seul. Mais t'as Et envie que t'as ça envie de soit- couper des trucs, t'as envie d'enlever 20 minutes Ouais. et de pas être en slip de 20 minutes pendant. Ouais, t'as envie que ton spectacle devienne Voilà, juste il plus évolue, musclé, d'avoir un en fait. regard extérieur. Ouais. Voilà. Et ça a pris longtemps. C'était quelle fréquence? C'était vraiment une fois par semaine? C'était vraiment tout le jour? Comment ça? Moi, moi, j'ai tendance quand j'ai créé quelqu'un à vraiment le voir beaucoup, à beaucoup parler, à beaucoup. Par exemple, Kian, quand on a commencé à écrire son spectacle, ça faisait, je crois, 1 mois qu'on se voyait et qu'on parlait. Ouais. Juste, on discutait et tout, parce que je pense que c'est autant de temps gagné sur la suite. C'est-à-dire que. Mais vous prenez des notes Non, basées sur on ce que... discutait, genre ça va, Juste, comme ouais. toi et moi là. Ouais. Genre ça va, mais tu viens d'où en fait? Ah, t'es de Reims, voilà, on parlait. Mais toi, c'est quoi qui te fait marrer? Et en fait, déjà, déjà tu vois si ça marche, si t'as envie de discuter avec cette personne ou Ouais. pas. Amicalement. Voilà, ça crée un début d'amitié ou de relation avec la personne. Ouais. Et moi, en tout cas, ça me permet de fondre un peu dans le style de l'autre. J'essaie de pas imposer une blague, jamais. Ouais. Donc si tu veux pas imposer une blague, il vaut mieux en proposer déjà qui vont lui aller. Est-ce que c'est difficile pour toi parce que quelque part on parlait de tes vannes qui sont dites par quelqu'un d'autre sur scène. Est-ce que t'aimerais avoir ta marque à toi qui ressort? Je ne sais pas si c'est la question est Si, claire. je vois ce que tu veux dire, mais non. Enfin, genre, on entend cette vanne, on fait alors ça, c'est trop du Navo, quoi.
Ouais. Non. Après, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait des trucs qui revenaient. Donc, tu aimes t'adapter à la personne. Bah, il faut. Ouais, il faut un peu, mais aussi peut-être aussi c'est t'es au service de la personne en fait. Ouais. Pour moi, t'es vraiment à son service quand t'es auteur. Mais je me demande si tous les scénaristes sont comme ça. Peut-être il y a quelques-uns qui préfèrent que ça se sent que il a sa touche à lui aussi. Ouais, je pense. Mais déjà, c'est pour ça que j'écris quasiment qu'avec des gens qui écrivent. D'accord. J'écris pas beaucoup pour quelqu'un, même de très bon, ça m'est arrivé, hein, mais c'était plus du théâtre ou des choses comme ça, ou dans Bref, finalement les comédiens n'ont pas écrit leur texte, mais pour le stand-up, je préfère que la personne écrive elle-même, même si finalement elle écrit moyen et que c'est pour ça que ce qui n'est pas le cas en plus de Shirley ou Kian ou Kairon, c'est des gens qui écrivent très bien, mais même si c'est moyen, parce qu'en tout cas tu sais ce qu'elle veut dire. Et pour moi, dans le stand-up, il y a une règle qui est immuable, c'est que si t'as rien à dire, il faut pas en faire. C'est-à-dire que si ton but c'est juste de faire une blague, mais que t'as rien à dire, faut pas faire du stand-up, faut faire autre chose. Fais des blagues, il y a plein de... Mais il y a une attente, comme il n'y a pas le quatrième mur, comme il y a ce truc avec le public, et comme il y a énormément de stand-uppers, les gens attendent de toi que t'aies quelque chose à dire. C'est-à-dire politiquement, personnellement... Peu importe, mais que t'as un truc à dire. Après, il y a des personnages, tu vois. Dans ce cas-là, tu te crées un personnage, tu te crées un univers absurde, ou si tu veux faire que du one-line, tu vas faire des one-line, forcément. Mais tu crées un truc, tu as quand même un truc à transmettre. Et du coup... Enfin, on voit souvent ça chez les stand-uppers, surtout le deuxième spectacle. Tout d'un coup, ils en ont marre de faire des blagues sur le couple en général et le métro, et ils ont envie de raconter de façon marrante et de trouver la bonne façon de dire qu'en fait ils ont toujours aimé la peinture et que leur père est opticien, tu vois. Tout d'un coup ils se disent mais c'est ça que je veux dire. Donc en fait ils s'approchent d'eux-mêmes en fait. C'est ça. Mais donc ils ont un truc à dire. Et toi, quand t'es monté sur scène, est-ce que tu voyais ça comme opportunité de parler de Navo? Après je pense pas que tu te dis la démarche elle est pas aussi simpliste en fait. Je pense pas que tu te dis je vais parler de moi. Mais est-ce que tu t'as ressenti un peu quelque chose plus proche parce que c'était toi, parce que c'était l'occasion pour toi de dire ok, moi je peux parler d'un mec qui vient d'Aubervilliers, etc. Il y a un côté en fait c'était en fait, ce que je disais tout à l'heure sur les médias, le média m'apporte moins que la vanne, ou en tout cas que ce que j'écris. C'est pareil, en fait, pour moi, je suis un de mes médias. C'est juste qu'il y avait des trucs qui, je me disais, c'est plus, pas plus marrant, mais plus pertinent en tout cas que ce soit moi qui le dise vraiment. Donc sur scène et que je le dise. Mais par contre, j'ai pas fait énormément de stand-up. Toi, tu m'as vu qu'à chaque fois qu'on se croise, c'est parce que on est sur des plateaux. Assez exceptionnel en fait. Mais t'as l'impression que quand on se voit pas, je joue 27 fois, mais par exemple sur la dernière année, j'ai joué 2 fois. D'accord. J'ai fait 2 fois 5 minutes. Donc je suis pas un vrai stand-upper, je suis pas allé au bout d'une démarche, d'un truc. C'est plus, j'ai des potes footballeurs, tu vois, j'ai des potes, c'est Zidane et je sais pas qui. Et moi, de temps en temps, un samedi après-midi, je mets des crampons, je fais le malin 2 secondes et après je fais c'était bien. Mais quand je rentre chez moi, c'est pas vraiment mon travail, quoi. Et donc le BD. Ça a commencé comment? C'était en écrivant pour les autres, tu commençais à te dire bon, j'ai pas mal de vannes en tête, j'aimerais commencer. L'idée venait d'où? C'était avant. C'était avant le stand-up. C'était en 2007. Ça c'est 2007. Et en fait, il y avait à cette époque-là, il y a eu une grande mode du blog BD. Donc tout d'un coup, il y a des dessinateurs qui sont devenus très connus maintenant, qui se sont mis à mettre gratuitement leurs BD en ligne sur internet, et ça faisait un petit moment, mais en tout cas 2007 il y a eu une espèce d'émergence. Il y avait des gens comme Boulet, comme Pénélope, Bagieux qui maintenant a adapté sa BD Joséphine, qui joue Bérangère, Boulet qui a sorti je sais pas combien de BD depuis, mais à l'époque ils étaient vraiment sur internet, ils proposaient quelque chose d'intéressant, et je me disais tiens, j'aimerais bien faire ça moi aussi, mais je sais pas dessiner. Et donc je réfléchissais comment je peux, est-ce qu'il faut que je trouve un dessinateur, mais en même temps est-ce que je peux être suffisamment indépendant
pour vraiment dire ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire sans embêter quelqu'un en lui disant tu veux pas faire des dessins gratuits, j'ai une blague. Et je sais pas pourquoi, à un moment j'ai pensé mais ouais, j'ai qu'à pas faire de dessin et faire que des petites bulles. Ouais. Et voilà, c'est vraiment parti comme ça. C'est une très bonne idée. Et quand je l'ai posté, Ouais. il y avait pas de. J'avais vraiment aucune attente. Ça veut dire Ouais. que je pensais pas. À l'époque même, les blogs BD sortaient pas en livre. Ouais. Maintenant, des gens mettent des choses en ligne en se disant si ça marche bien, je pourrais sortir un livre. Ouais. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Tu mettais ça pour rigoler, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc ça a marché. Ça a marché. Après, c'est pas le truc le plus. C'est pas le truc le plus célèbre du monde, hein. C'est Ouais. pas, ça reste Ouais, assez pour anecdotique. être quand même imprimé. Ouais, mais il y a un truc autour du bouquin, genre c'est imprimé, donc c'est fou. Ouais. Alors que non, en fait, tu as plein de gens qui sortent des livres. Ouais. Tu vois, c'est pas, je sais pas à combien j'en ai vendu, mais j'en ai vendu quelques milliers. Tu vois, c'est pas, il y a pas du tout, ça n'a pas vendu des millions. Ouais. Et Mais c'est vrai que quand le bouquin sort, tout d'un coup, vu que mais c'est un grand plaisir, bouquin sort, voilà, t'es content, mais surtout les gens se disent si ça sort en livre, c'est que c'est un carton. ouais. C'est comme quand on te voit à la télé, on dit t'es à la télé, c'est que t'es milliardaire. Ouais. Mais l'économie de la BD, c'est très très mince en fait. Il y a quelques stars Ouais. qui ont vraiment de l'argent, qui en vivent, et puis il y a ceux qui en vivotent en faisant 2-3 BD par an, mais ils peuvent pas partir du jour au lendemain en disant ça y est, j'ai fait ma BD, je Ouais. suis cool pendant 5 ans, je vais à Los Angeles. Ouais. Ça n'existe pas. Ça a fait peut-être une petite carte de visite Ouais. pour les autres gens en disant ce mec est drôle, j'aimerais qu'il écrive pour moi, ou c'était vraiment bouche à oreille. Non, je pense que c'était plus bouche à oreille, ça a peut-être contribué sur certains trucs, Ouais. mais non, moi le gros de ce qui a fait que c'est devenu là mon métier et que j'en vis, Mhm. c'est le bouche à oreille. D'accord. C'est que je pense qu'on n'est pas nombreux en fait, Ouais. les auteurs Les auteurs pour les autres. auteurs pour les autres. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que j'avais l'impression qu'en France, c'est plus une culture où il y a des gens qui jouent des choses sur scène qui sont pas forcément leur vanne. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que le stand-up, c'est vraiment. Ouais. Tu Et écris comme tes ils sont pas propres nombreux, ils ont plein de travail. vannes. Voilà. Mais je suis d'accord, ouais, c'est Ouais. parce que c'est pas la même façon, c'est pas arrivé de la même manière le stand-up en France. Ouais. C'est vrai que pour nous, c'était normal d'avoir des gens qui écrivent pour une pièce de théâtre, qui écrivent pour un one-man show à sketch. Du coup, quand tout d'un coup, avec Jamel, il y a eu cet emballement sur le stand-up, on a appliqué les mêmes recettes sur le stand-up en fait. Mais c'est notre manière d'écrire. T'es pas d'accord? Si, ouais, c'est une autre manière d'écrire. Mais du coup, les auteurs se sont adaptés. Et c'est pour ça D'accord. qu'il y a eu des auteurs de stand-up qui sont apparus. Ouais. Mais t'as l'impression que maintenant t'as un peu maîtrisé ce genre d'écriture Je sais grâce pas. à justement tout le travail que t'as. Bah, je sais pas, faudrait que. Après, je pense qu'on maîtrise jamais. On apprend tout le temps. Ouais. Donc, non, en tout cas, si quelqu'un vient là et débarque en sueur en disant merde, c'est la merde, il faut absolument que je fasse 5 minutes demain, sinon toute ma famille meurt, normalement, je peux lui écrire 5 minutes avec les ficelles qui vont bien, Ouais. les trucs qui vont marcher. Mais c'est pas la démarche. Enfin, pour moi, il y a pas. C'est cool. Faut connaître les techniques. C'est important quand t'es dans du temps réel. Quand tout d'un coup, faut faire des chroniques ou Ouais. des passages toutes les semaines. Enfin, il y a plein de choses comme ça où il faut connaître des ficelles. Ouais. Mais l'idéal, c'est quand même de faire ce qui te fait vraiment marrer et de prendre le temps de bien le faire. Et comment tu travailles Bon, par exemple, pour le BD, tu avais juste une idée qui venait, tu marquais ça dans un carnet, après tu développais. Ouais, Ou pour la BD, c'est ça, ouais. ou tu t'es assis à un moment donné, quelques heures par jour, en disant maintenant je vais écrire des vannes. Non, la BD, c'est ça. La BD, c'est juste que j'ai fait ça. S'il y avait eu Twitter à l'époque, j'aurais jamais fait ça. En fait, D'accord. c'est comme quand tu trouves un tweet. Ouais. Sauf que mon tweet, je le mettais dans des petites bulles. Oui. Et c'est ce qui fait que c'est moins intéressant. Là, je vais arrêter parce que ça me semble moins intéressant. Parce que maintenant, tout le monde le fait. C'est Twitter, quoi. Ouais. Ça, Mais plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Il y a plein de tweets qui. Plus ou moins bien. Mais du coup, ça devient une étape chiante que de dire ok, je vais le mettre dans un strip de BD, puis Ouais. tu vas cliquer sur un lien pour voir le strip de BD. Mm. Et ce lien, je vais te le donner là où tout le monde met ses liens, donc sur Twitter. Autant écrire ma blague directement sur Twitter, en fait. Ouais. D'accord. Et pour les autres,
des fois tu écris de ton côté ou tu travailles toujours face à face avec la personne chaque vanne? Quasiment tout le temps face à face avec les gens, je préfère. D'accord. Je préfère discuter avec eux. Je suis un peu chiant, je suis là, viens, on parle. Qu'est-ce que tu penses de cette blague et pourquoi et comment. En gros, je suis plus, qu'est-ce que tu veux dire? Ok, maintenant viens, on essaie de rendre ça marrant. T'es entre scénariste et coach de stand-up. Quelque part, tu demandes aussi de... Ouais, un petit peu, mais c'est pas coach, c'est... ok, toi t'as observé des trucs là, tu vois, t'es venu, là si on écrit ensemble, je vais te dire ok, là t'es venu et t'as observé des trucs. Ouais. Et ce que je te demande, c'est d'arriver avec les trucs que t'as observés. Ouais, tu me dis, bah je suis venu en métro et j'ai remarqué ça. Ouais. Et je te dis ok, ça c'est pas drôle, mais maintenant on va le rendre drôle, c'est intéressant, c'est une observation. Ouais. Et en fait l'idée c'est de rendre une observation drôle, de savoir comment la présenter, la vendre pour que les gens se disent ah ouais. Ouais. Ah, et donc tu emmènes jamais une idée à toi? Genre une idée, j'ai observé ça dans le métro. Si, mais moins. Moins parce que forcément, mon idée que j'ai trouvée géniale, elle a beaucoup moins de chances de plaire que l'idée que tu as trouvée, que tu trouves forcément géniale. Parce que ça vient de la personne, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que ça lui tient, parce qu'elle est porteuse de l'idée. Ouais. C'est toujours mieux si la personne qui va monter sur scène 3000 fois, de donner une information, envoyer un son vers les gens pour donner une information, et d'accord avec ce qu'elle est en train de dire à 100%. Quoi. Ouais. Par exemple, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, tu continues toujours? Ou est-ce qu'il y a un moment donné, tu dis, ok, le spectacle est tu continues plus ou moins toujours, mais le truc, c'est que là, il y a eu Bref, et que du coup, j'étais vachement moins dispo. Ouais. Et puis, c'est pour ça que c'est aussi bien de travailler avec des gens qui sont déjà marrants, qui savent écrire, c'est que tu vois, tu les abandonnes pas complètement. Ils sont pas en chaise roulante, puis tu pars en courant et tu es là, hey mec. Donc ça c'est cool. Donc là, je sais qu'elle l'a fait évoluer toute seule de son côté, ce qui est bien aussi. Ouais. Ce qui est bien aussi. Mais est-ce que des fois elle t'appelle ou Kéron t'appelle en disant il y a un passage et j'ai du mal à travailler, j'aimerais un peu d'aide? Ça arrive, mais ils sont, enfin Kéron moins, parce que Kéron lui il est parti sur quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'impro, et du coup il a moins besoin d'un auteur. En fait je pense qu'il a même pas besoin d'auteur, parce que je peux pas écrire avec lui dans le sens où il écrit sur scène, il écrit en parlant avec les gens sur scène, et puis quand un truc prend bien, il s'en rappelle, il se le note, il dit ok ça c'était bien. Bon, maintenant j'ai l'impression qu'il a une bibliothèque de repartie quand même. Ouais, là maintenant c'est bon, je peux lui dire n'importe quel mot au hasard, même un mot qui n'existe pas, il a une vanne dessus. Et donc du coup là son spectacle est tellement interactif, il est tellement en phase avec les gens qu'il n'y a plus vraiment besoin d'un auteur. À une époque où ils avaient commencé à le faire, à faire un peu ce style-là avec Kian et Boone, et Kéron qui faisaient un spectacle, j'étais dans la salle et je notais, mais c'était plus un travail de script ou de metteur en scène. C'est que quand ils faisaient des impros, je les notais, je les améliorais, je leur disais hey, les gars, oubliez pas que la semaine dernière vous avez fait une super vanne sur le chocolat. Ah ouais, faut pas que l'oublie, celle-là était marrante. Et donc après Shirley, comment t'as rencontré Kéron? Kian. Kian, sur les scènes. En fait, on faisait des scènes, on se croisait, on se voyait. Je lui. Au Jamel. Pas beaucoup au Jamel, parce que le Kian y était pas beaucoup. Quand il y était, on se connaissait déjà. C'était plus Pranzo. C'était plus le Pranzo, je pense à l'époque. Pranzo Comedy School. Je pense. D'accord. Donc on se voyait de temps en temps, on se croisait, et quand on discutait, ça prenait bien, on rigolait. Et du coup, quand il a voulu faire sa deuxième version de spectacle, son deuxième spectacle, il m'a appelé. Et il était déjà sur France 4 Je crois que c'était au début c'était au milieu de France 4, je crois. Et tu écrivais pour cette série ou pas? Non, sur France 4 pour le festival de Cannes. Non, mais je lui faisais des coups de main. Ça arrivait qu'il m'appelle en disant qu'est-ce que t'en penses, ou il m'envoyait le texte. Et c'est comme ça que petit à petit on s'est mis à se dire c'est cool de travailler ensemble, ça marche bien. J'ai rencontré son manager qui est aussi producteur, qui est Harry Torgman. Et Harry voyait que notre binôme fonctionnait pas mal, et du coup quand il avait des pilotes à faire, des choses comme ça, il nous demandait si les gars, vous pourriez écrire un pilote, j'ai besoin de ça pour et du coup on s'est mis à écrire lui et moi pour d'autres trucs, en se disant il marche bien notre binôme, vraiment on était vraiment contents de travailler ensemble, ça marchait bien, ça avançait bien, il y avait une bonne dynamique, ce qui fait que à un moment, quand l'idée de Bref est apparue, quand Ken a commenccommencé à dire ce serait bien de faire un mec qui parle vite et tout,
on était tous les deux, quoi. Et je disais, ah ouais, il pourrait faire ça, ah ouais, et ça, et ça. Et ah ouais, viens, on en écrit un pour voir. Et on a écrit ce qui est devenu l'épisode 1. Ouais. Très naturellement, en fait, parce qu'on était devenu une espèce de binôme d'écriture, en fait. Est-ce que c'était le fait de savoir que Harry était là, si jamais vous allez écrire un truc, il y avait quelqu'un tout de suite qui pouvait dire bonne idée, on va le faire. Ça vous a aidé ou... Ouais, un petit peu. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a écrit, comme je te dis, très naturellement. Un peu ce que je te disais quand on était jeune avec Aaron. Ouais. C'est comment t'écris un truc pour aucune raison, mais parce que ça te fait marrer. Ouais. Et du coup, on a écrit ça vraiment parce que ça nous a marré. Nous, on savait même pas si ça allait être un court-métrage ou une série. Ouais. Donc, c'était pas forcément une série pour nous. Ouais. Mais du coup, quand on l'a écrit, on l'a montré à Harry, et Harry a dit si vous voulez le piloter, faites-le. Moi, je vous paye le pilote. Ouais. Avec plaisir, parce que je pense qu'il y a un truc marrant à faire et c'est pas compréhensible en le lisant. Ouais. En gros, lui disait, moi je vous connais, vous m'avez expliqué le principe, je crois que je vois, mais j'aimerais vraiment le voir parce que si tu lis le script de l'épisode 1, c'est un mec qui dit tu sais pas qui va parler vite, comment vont être les images, le montage, t'en sais rien. Donc la première fois que tu le lis, tu te dis franchement, c'est le truc le moins drôle que j'ai vu de ma vie, parce que c'est vraiment j'étais à la soirée de Maud, j'ai vu une fille, je lui ai parlé. Un long monologue en fait. Voilà, il n'y a pas de vanne en fait dedans. Et je me souviens que même quand on a tourné le pilote, les gens comprenaient pas trop ce qui tournait. Ouais. On leur disait non, mais t'inquiète, parce que. Mais t'avais déjà la vision très claire avant de tourner ou c'était on avait une vision, Ken et moi, et après on l'a. Non, si, on avait comme une bonne idée de ce qu'il devait y avoir. Par contre, ce qui est cool avec Bref, c'est que tu écris au montage aussi. Ouais. C'est-à-dire que t'as plein de créations encore au montage. Ouais. Par exemple, le flying step, donc ça on l'a trouvé en montage parce qu'on voulait que ça accélère les roquettes et les quand ils se déplacent et tout ça, c'était pas du tout. Enfin, on avait des vagues idées au moment du tournage, donc on avait fait les images mais c'est au montage qu'on a vraiment, avec Valentin Ferron, le monteur de Bref, qu'on a vraiment cherché le montueur, exactement, qu'on a cherché plein de petits trucs un peu d'identité. Mais c'est le troisième écrivain. J'ai l'impression. Il a vraiment le montage est tellement important dans le truc. Le montage c'est super important. Et c'est pour ça qu'on y est tout le temps en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours trois au moment du montage. Ouais. Et lui, il est fou. En fait. Parce que je sais pas comment il a fait pour encaisser autant d'images. Ouais. Et en plus, on est casse-couille. C'est-à-dire que nous, on est vraiment à l'image près. Ouais. En fait, on a trouvé un mec aussi casse-couille que nous, mais au montage. C'est-à-dire qu'il comprend. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Kian, si je lui dis la blague, elle est pas encore assez bonne. Il faut qu'on la réécrive pendant 8 ans. Ouais. Il va comprendre, il va dire ouais, t'as raison. Tant qu'elle n'est pas bonne, on peut pas la sortir. Ouais. Et là, le monteur, quand on disait non, là ça va pas, il y a un problème de rythme, je pense qu'il y a une image en trop, faut qu'on trouve laquelle. Ouais. Il la cherche avec nous, il comprend, il est d'accord. Il faisait quoi il était. Ken l'a connu, c'est Ken qui l'a. Il a fait le festival de Ken. Donc justement, le gars filmait avec pas beaucoup de matos, enfin pas énormément de moyens, un gars dans une chambre, et arrivait à faire croire que c'était un film américain. Ouais. Ouais, c'est génial. Voilà. Et donc du coup, il a dit non, mais moi je connais un tueur, c'est Valentin, et c'est lui qu'il nous faut pour le montage de Bref. Et donc le pilote, ça s'est bien passé. Je me souviens, j'ai trouvé ça génial. Et donc Harry a montré ça à Canal+, c'est ça? Ouais. Et après, comment ça s'est passé? Canal+ a dit c'est bien. Et ils ont dit c'est bien ou ils ont dit c'est génial, c'est pas mal. Moi j'étais pas là quand il l'a montré, mais des gens se sont levés de leur bureau pour venir. Tu vois, en gros, attends, j'appelle machin pour qu'ils descendent, qu'ils viennent voir. Ouais. En général, c'est bien, c'est bon signe. C'est sûr. Quand on dit j'appelle la directrice des programmes, faut qu'elle vienne jeter un œil et qu'elle descend et qu'elle regarde. Ouais. C'est bon signe. C'est bon signe. Et comme derrière il disait le montre à personne d'autre. C'est le deuxième bon signe en général. Déjà, c'est très bien. Il me faut des DVD pour les montrer en interne. Oui. Donc Harry est rentré, il a gravé les DVD, il les a ramenés. Et à partir de là, ils ont dit rendez-vous avec Kian Navo, Harry, donc tous les trois pour discuter de ce que ça peut devenir. Oui. Donc ils ont dit est-ce que vous le voyez en série? On a dit ouais. Est-ce que vous pouvez en faire 200? On a dit mais bien sûr, on peut en faire 1 milliard. Oui. Donc voilà, ils nous ont demandé d'en écrire 4, de scripter 4, ce qui était plus cool parce que du coup une fois que tu as vu le pilote tu peux imaginer les suivants. Donc vous avez l'angle déjà. Ouais, voilà. Donc ça vous a aidé quand même. Ouais, voilà. Mais surtout eux savent à quoi ça va ressembler. Quand tu dis je suis allé au supermarché, là maintenant t'imagines à la Bref. Et donc tu dis ok, ça peut être marrant. Voilà. Et ça t'a fait peur
Dans le sens que tout de suite qu'ils commandent 4 de plus. Non. Pour toi, tu disais, pas de problème, on va pouvoir sortir ça. Moi, je suis celui qui dit pas de problème. Ouais. Parce que, en fait, c'est pragmatique. C'est-à-dire que quand ils ont demandé est-ce que vous pouvez en faire plus, genre combien, est-ce qu'il pourrait y en avoir un par jour c'était pas au Grand Journal à l'époque, mais est-ce que vous pourriez en faire un par jour, ça peut être une série quotidienne. Moi je disais oui, et je sentais bien que Kian à côté de moi il tremblait un peu. Il disait ouais attends t'es sûr, parce que c'était compliqué quand même à faire. Ouais. Et je disais mais de toute façon c'est pragmatique, c'est-à-dire que s'il faut le faire on le fera, on mourra, on en mourra, mais on l'aura fait, tu vois. Ouais. Et tu veux pas dormir, mais voilà, je dormirai pas, mais on le fera et on se débrouillera. Mais c'est le truc qui nous ressemble le plus, qui nous fait le plus marrer, qu'on nous demande de continuer de faire pour la télé à Canal+. Donc ça sert à rien de chipoter en disant peut-être qu'on va pas y arriver, etc. De toute façon on va le faire. L'idée c'était de toute façon on va le faire. Donc soit on le fait en pleurant en disant qu'on n'y arrivera jamais, soit, et en fait c'est un peu, il me semble qu'il y a une anecdote sur Seinfeld comme ça, qu'il avait écrit le pilote pendant 6 mois avec Larry David. Et voilà, avec Larry David ils avaient écrit pendant je sais pas combien de temps, ils ont montré, ils ont dit cool, on en veut 200. Et Larry flippait. On n'arrivera jamais à faire 200 fois ça, alors qu'on a mis 6 mois à en faire un. Et en fait, une fois que t'es tu te forces, t'es dans le jus. C'est un dynamisme. Enfin, c'est un truc, c'est tellement exceptionnel ce qui t'arrive que tu dis oui, allez, on y va. Est-ce que tu savais que Canal cherchait quelque chose ou c'était mais ils cherchaient rien. D'accord. En fait, l'idée c'est qu'ils cherchaient rien. Ils sont tombés amoureux en fait. Ouais, c'est ça. Canal+ cherchait rien. Enfin, ils cherchent toujours, mais ils cherchaient rien. Ils avaient pas un trou quelque part. J'ai l'impression qu'ils cherchent toujours, mais jamais en même temps. Ouais, voilà. Bah, tu cherches toujours parce qu'il faut te tenir au courant. Non, si par exemple là cette année, ils cherchent. Parce que il y a plein de chamboulements au Grand Journal, plein de chamboulements sur Canal qui font que là ils disent ouais, montre-moi des trucs, il faut vraiment que je vois des trucs. À cette époque-là, il y avait le SAV, ça marchait bien, il n'y avait pas spécialement besoin d'une autre pastille dans le Grand Journal, et en fait c'était même pas pour le Grand Journal. Nous quand on l'a montré à Canal, Canal a dit oui, et c'est le Grand Journal qui l'a vu après. C'est quand même la production du Grand Journal qui l'a vu 1 mois ou 2 après, et on a reçu un appel de Canal pour nous dire bon alors le truc qu'on vous a commandé en fait ça va être dans le Grand Journal. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Et là, tu dis, c'est cool. Et donc, ils ont commandé combien? 4 40. 40 au total. Première session, c'était 40. Ouais. Et après, on a fait une deuxième session de 40. Et il y a combien? Il y en a 82. D'accord. Et après, on en a fait 2 pour fermer le truc en disant on arrête. Il y a vraiment 82? Ouais. D'accord. Peut-être. Je pensais qu'il y en avait moins. Moins? Ouais. Mais 82, c'est pas. Plutôt genre 50, 60, mais. Non, il y en a 82. T'en as raté 20. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Donc oui, finalement, c'était au cours de quoi? 1 an seulement. Vous avez écrit, vous avez fait 82 dans 1 an. Ouais, bref, ça a duré 1 an. Et vous avez tout écrit? Non, c'était 40 par 40. Enfin 40, puis 40, puis 2. Puis 2, d'accord. Et donc, je me souviens, je pense que c'était un été où vous avez tout écrit d'un trait. Le premier 40, je me souviens sur Facebook, il y avait de petites graphismes que vous avez fait, genre combien. Tu te souviens de ça? Comme si c'était un thermomètre ou chose comme ça. Ouais, c'était comme une barre de loading. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pour se motiver parce que on devait en écrire 40. Enfin, du coup, il y en avait déjà 5 d'écrits. Enfin, il y avait le pilote qui a été l'épisode 1, 4. On devait écrire une très grosse trentaine, 30-35, en 2 semaines. Ouais. Et donc pourquoi? C'est eux qui t'ont mis là cette. Bah en fait non, alors ce qui s'est passé c'est que nous on a dit comme tel des femmes violées, des gens complètement traumatisés. Non, nous on ne touche pas un stylo, on n'écrit rien tant que c'est pas signé. Parce que on avait ça nous était trop arrivé de monter des projets, de faire des trucs. Les gens te disent c'est bon. Alors en plus la télé c'est x1000. C'est bon, c'est clair, c'est sûr, c'est net. Écris en 3 millions, tu vois. Et puis au dernier moment on t'appelle, on fait non en fait finalement. Allez bisous. Et du coup nous on a dit tant que on avait demandé à Harry c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est sûr. Et il a dit c'était le truc, je sais plus c'était le visa je crois sur le contrat. Quand il y a le visa on écrit et on a attendu le visa jusqu'au 1er juillet. D'accord. Et au 1er juillet, on a dit ok, vas-y, alors on écrit. Donc, quelque part, ça c'était la force de Harry aussi, dans le sens qu'il a pu vous assurer ça allait être fait. Oui, non, mais surtout sa force, c'est qu'il nous a pas obligé à écrire avant que ce soit signé. Il a dit ok, je comprends. Ouais, c'est ça que je veux dire, que il a pu vous fournir l'assurance que ça allait être fait. Après, c'était à nous d'assumer nos conneries, parce qu'après nous, on avait 2 semaines pour en écrire 35. Ouais. Donc.
parce qu'après en fait t'avais 2 semaines, les 2 premières semaines de juillet à peu près pour écrire, les 2 semaines suivantes pour la prépa de tournage qui était très compliquée, parce que c'est compliqué à tourner, bref, et puis 1 mois de tournage. Et toi tu as réalisé? Avec Yann. Les 2. Et t'avais de l'expérience en un tout petit peu, j'avais fait un truc qui s'appelait Les Voisins du Dessus. Je me souviens de ça. Série, avec les dieux tous les dieux du monde, tous les prophètes et les dieux qui vivent en colocation. C'était un projet de Keiron. Je me souviens. Et j'étais coréal avec lui dessus. D'accord. Et donc, tu avais un peu le track côté réalisation, côté technique. Forcément, mais en fait, faut arriver. En fait, je pense qu'il faut être honnête. En fait, le pire truc que tu peux faire quand tu sais pas, c'est de faire croire que tu sais. Parce que du coup, personne t'apprend rien. Moi, je suis arrivé en disant, je sais un peu. Mais moi, en gros, je suis arrivé en disant, la promesse que je vous fais, c'est à toute l'équipe technique, c'est que quand vous allez me demander un truc et que je vais pas comprendre, je vais vous dire que je comprends pas. Vous allez me l'expliquer. Et moi, ma part du taf, c'est de me retenir tout ce que vous allez me dire, en fait. Je vais essayer de pas vous faire répéter 27 fois ce que c'est un kino, en fait. Et voilà. Et donc ça s'est un peu créé comme ça. Du coup, c'était une bonne ambiance quand même sur le tournage, même si c'était un tournage qui était prenant, parce que c'est très très. Combien de gens dans l'équipe? Dans l'équipe de tournage, on devait être une dizaine, quinzaine, je sais pas. Et tu avais du mal, et ils t'ont pris au sérieux tout de suite, ou il fallait travailler un peu pour que tu gagnes cette Non, confiance? Je crois qu'ils m'hésitaient tous très bien. C'était, en fait, ce qui est cool, c'est que bref, c'était un peu le résultat de notre passé avec Yann. C'est-à-dire que c'était des gens qu'on avait déjà croisés, qu'on connaissait, qu'on avait bien aimés. En fait, c'était des gens, tu sais, c'est dans la vie quand tu vois quelqu'un et que tu dis, mais lui, il est trop fort, mais il a pas eu il n'a pas encore trouvé le truc pour s'introduire quelque part, en fait. Et donc toi, dans ta tête, tu penses même pas à ce moment-là que tu seras réal ni rien. Tu dis juste, il est fort. Et le jour où tu deviens réal, et c'est pareil, une fois qu'on a fait bref, c'était nous qui avions la porte. Donc on a ouvert la porte, on a dit toi, et toi, venez, c'est bon, ça y est les gars. Vous étiez marrants depuis le début, nous on le savait, vous étiez forts, vous étiez bons, et maintenant c'est nous qui choisissons les gens, et on a besoin de gens qui sont forts. Donc c'est assez plaisant en fait de pouvoir appeler tous les gens que tu trouvais bons, marrants, bons comédiens. Et donner cette opportunité. Donner un rôle, un taf, un truc. Et au niveau de budget, tu étais confortable? Sur la première session, non. En fait, l'idée c'était on met tout dedans. On s'en fout, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour déjà se faire un truc qui nous plaît, et puis si ça marche, se faire un petit nom, un truc. Voilà. Nous, on pensait pas que ça allait être. Ça a été assez phénoménal. Mais nous, on s'attendait à rien. Mais on s'était dit, quitte à faire quelque chose, autant que ce soit très bien. Donc surtout en sachant que ça allait être vu par beaucoup de gens. Du coup, tout l'argent, on l'a vraiment mis dans la série, dans le matos, dans les décors, dans les comédiens, dans tout en fait. Mais ça reste un tournage assez humble dans le sens que ça reste assez quotidien. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Il y en a pas mal dans Bref. Oui, c'est vrai que. Il y en a pas mal dans le premier, il y en a moins que dans le deuxième. Mais c'est vrai que dans le premier, il y a pas mal d'effets spéciaux. Non, en fait, c'est surtout qu'il y a très peu de choses qui se répètent. C'est-à-dire que un jour ça va être chez lui, un autre jour, il y a je sais plus, je crois 200 décors, 150 personnages secondaires, tu vois. Donc, c'était vu que c'est toujours lui qui rencontre des gens, t'as tout un casting à faire, c'était assez on n'a pas beaucoup dormi vraiment et surtout quand on a fait la session 2 et que ça avait marché la session 1 et qu'on a dit alors on aimerait avoir le vrai budget maintenant parce qu'en fait on était sous-budgété, maintenant il faudrait le vrai budget, on a augmenté je crois de 250% par rapport à la session 1, mais comme des cons on a dit on a plus de budget, vas-y on met plus d'effets spéciaux, plus de décors, plus de persos, plus de trucs, et ça a repris, c'est devenu un peu plus long même, bref, ça fait 2 minutes sur la fin, des fois 2 minutes 30. D'accord. Et voilà, donc c'était... Mais vous avez bien utilisé cet argent de plus, vous étiez plus au large, donc c'est tant mieux. Oui, non, on l'a bien utilisé, mais on a vraiment tout utilisé, tu vois, on s'est pas fait un kiff. Ce qui se passe, c'est que maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il y a du bonus. Vu que ça a bien marché, en fait, c'est là que c'est un pari. En fait, on a fait un pari. Parce que maintenant, il y a du bonus, parce que maintenant, il y a le DVD qui sort, on a fait un livre, il y a des trucs, et donc tout ça génère des sous qui font du bien à la prod. En fait. Parce qu'à un moment, la prod, elle avait vraiment tout mis,
Elle a tout pris de la main droite, tout mis de la main gauche, qui est son taf. Hein. Ouais. C'est son taf de le faire, mais c'est mieux quand une prod, elle a un peu d'argent de côté quand même. Vous avez fini, donc ça vous a pris combien de temps au total? Un an et demi, je crois. Pour entre le début entre le moment où on a commencé à écrire et la fin de tournage et fin de montage du dernier. Fin de montage du dernier, et puis tout ce qui s'est passé derrière, ça a pris encore 6 mois derrière à peu près. Ouais. De produits dérivés, d'accord. DVD. Est-ce qu'on veut, comme on veut être sur tout, ouais. Comme on est beaucoup en contrôle, ouais. Ça prend quand même beaucoup de temps. On pouvait pas faire autre chose. Et donc tu t'es hyper fatigué, j'imagine. Ouais. C'est vraiment une année de folie en fait. Ouais. T'as vraiment pas beaucoup dormi. Ah ouais, non, j'ai pas beaucoup dormi, surtout que pendant ce temps-là, à Cannes, ils nous ont demandé d'écrire le discours d'ouverture. Je me souviens, oui. Il y a eu des trucs pendant ce temps-là en plus. Ouais, on a sorti un bouquin, tous ces trucs-là. À chaque fois, on était vraiment en surveillance dessus. Ouais. Ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de produits dérivés en fait. Parce qu'à chaque fois, il y a eu des problèmes et on a annulé. Ouais. Parce qu'on disait non, je sais pas, ça je trouve ça, non, cette tasse je la préfère comme ci, je la préfère comme ça, puis un jour le gars il rappelle plus, il en peut plus en fait. Ouais. Il dit je comprends pas, d'habitude je fais Spider-Man, c'est Marvel, il m'envoie 3 Spider-Man, un bleu, un rouge, je les mets sur une tasse et je la vends. C'est quoi vous chipotez depuis tout à l'heure en fait. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de projets ouais. Et très peu à l'arrivée. Les t-shirts par exemple ça s'est pas fait parce qu'on a eu des problèmes. D'accord. Ouais, ça aurait pu hyper bien marcher, un t-shirt tout simple. Ah ouais, mais nous on était chauds. Mais, ouais. Mais on était... En fait, les gens qui font des produits dérivés, souvent ils ont l'habitude que ça marche pas comme ça. Comme je te dis, Marvel, c'est un catalogue. Ouais. Il y a des visuels qui ont déjà été prévalidés. Ils ouais. les mettent sur un t-shirt. C'est validé par un service qualité et au revoir. Ils n'ont ouais. pas Stan Lee qui les appelle, tu vois. Ouais. En disant allô, ouais. Moi je trouve que le Spider-Man, là, on ressent pas assez qu'il est à la fois jaloux mais envieux. Et que tu vois, ouais. donc ça, on les a un peu fait chier les pauvres. Ouais. Et comment ça s'est passé avec ta copine par exemple? Elle te voyait pas? Elle m'a pas vu beaucoup, ouais. Et comment ça s'est passé? Elle a compris ouais. ou c'était dur pour elle ou Non, elle a compris. Enfin, je pense. Faudrait que tu l'interviewes pendant une ouais. heure. Mais si, je pense que. Ou pour ta famille, je sais pas, avec tes amis. Non, ma famille de toute façon, je les vois pas beaucoup. Mes amis, je les ai plus vus. C'est-à-dire que fallait que je prenne des rendez-vous avec eux pour les voir. Je pouvais plus dire ouais. je traîne par là, t'es où? Ouais. Non, j'ai pas vu beaucoup de monde. C'est vrai pendant l'année, vraiment la grosse année de Bref. Ouais. J'ai pas vu grand monde. Ouais. Et quand tu commençais à voir que ça a marché, c'était comment? Tu commençais à vraiment te dire ah oui, finalement on a trouvé quelque chose qui est génial, qui marche, ou tu te dis ah tant mieux? Est-ce que c'était quelque chose qui a vraiment changé ta manière de travailler par exemple? Bah, ça n'a pas changé ma manière de travailler, mais ça donne la carte, la fameuse carte qu'on veut tous. Ouais. C'est la carte entrée, c'est pas sortie de prison, c'est la carte entrée de chaîne, entrée de prod, entrée ouais. de qui tu veux en fait. Ouais. C'est-à-dire que t'as la carte que t'as toujours voulu au début. Ouais. Voilà. Et maintenant tu peux un peu choisir tes projets. Quand t'as une idée, t'as des gens à qui tu peux en parler, ouais. Et ces gens-là, ils peuvent te dire ah oui, absolument. Donc c'est la carte de crédibilité en fait. Ouais, tout de suite, tout le monde dit ah d'accord, tu es capable, tu peux faire. Ouais, voilà. C'est-à-dire que t'es. En fait, j'en parlais il y a pas longtemps, je sais plus avec qui. Il y a parce que je parlais à quelqu'un qui cherchait des auteurs. Ouais. Et donc il me proposait un projet, je disais ouais, je vais pas avoir le temps là, je suis désolé. Ouais. Mais en fait, finalement, en discutant, on disait faudrait trouver la même personne que moi il y a 2 ans en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il y en a plein. Il y a des mecs marrants, des mecs qui écrivent bien, mais qui sont pas connus. Ouais. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont connus, bah, ils ont plus le temps. Ouais. Et c'est tout ce truc-là qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que maintenant, les gens te connaissent. Ouais. C'est ça en fait. Dans le métier, hein, les gens savent qui tu es. Ils voient grosso modo, ouais, ok. Même s'ils voient pas, on leur dit mais si, celui qui a fait Bref, ok, d'accord, maintenant je vois. Ouais. Et du coup, ça c'est le pouvoir, même si pouvoir tout de suite on imagine un dictateur et qui va tuer tout le monde, mais en fait je pense que dans pouvoir créatif, il faut pas gagner de l'argent, il faut gagner du pouvoir dans ce domaine comme dans tous les domaines, je pense dans la vie. Ouais. Les gens pensent que c'est l'argent parce que l'argent est une des façons d'avoir du pouvoir, mais le pouvoir c'est plus important que l'argent. Ouais. Bon, c'est ton CV quelque part, c'est voilà. Ce que tu as fait. Tu as le pouvoir de dire non déjà.
Ouais. C'est-à-dire que tu peux choisir mieux tes projets, du coup déjà t'es mieux dans ta tête, t'es mieux dans ton corps. Ouais, c'est sûr. C'est mieux que quand t'écris des vannes pour un truc que t'aimes pas trop, mais qu'il faut bien le faire parce que et c'est pas une critique, hein, faut le faire à un moment, c'est ton métier. Mais là maintenant je peux dire ouais non j'aime pas trop. Ouais. Et ça va parce que j'ai déjà un peu de sous de côté et puis de toute façon ce que je veux faire je pourrais le faire à côté en fait. Et bon, peut-être c'est un pas en arrière, mais je me souviens de ton spectacle avec Kian qui vous avez fait au 10h quelques mois avant la sortie de Bref. Les 2 hommes le plus drôle du monde, c'était... Ils ne sont pas disponibles pour le moment. Exactement. Et moi j'ai adoré. Est-ce que ça c'était quelque chose, une petite graine pour Bref, ou c'était quelque chose juste en parallèle En fait, c'était la phase où on traînait beaucoup ensemble avec Kian. Ouais. C'était vraiment le moment où on a dit hey, on est vraiment une team, toi et moi. Ouais. Amis pour la vie. Ouais. Voilà, on a fait des Vous avez changé de sang. Voilà. Et c'est dans cette phase-là, il y a la directrice de théâtre de 10h, Fanny Jourdan, à l'époque, qui voulait monter un projet au 10h. En fait, elle se disait il n'y a pas de troupe, il n'y a pas d'esprit du 10h, et j'aimerais bien qu'il y en ait un. Ouais, parce qu'on retrouve un peu maintenant. Un peu à la Jamel, en fait. À la Jamel. Voilà, Jamel, mais pas. Enfin, plus, ce théâtre, il doit aussi être initiateur de projets, de choses. Ouais. Pas juste être un réceptacle de gens qui ont fait des spectacles ailleurs. Peut-être que quelque chose naisse. Une espèce d'âme qui appartient au 10h. Voilà, exactement. Ce qu'on peut retrouver maintenant au 10h un peu avec les comédie strip, qui est né un peu du même désir. Ouais. Et en gros, c'est pas juste un endroit froid où tu rentres, tu vois un spectacle et tu pars. Ouais. C'est pas un multiplex, c'est pas le Gaumont, je sais pas quoi. Et du coup, elle nous a proposé à nous et à plusieurs personnes de faire un spectacle. Je pense qu'il devait y avoir Kairon, Shirley, je sais plus. Et petit à petit, les gens ont eu des obligations, des problèmes, n'ont pas voulu le faire. Et il n'y a eu plus que nous deux, en fait. Ouais. Donc nous, on a dit à Fanny, on n'est plus que 2, quoi. Ouais. C'est pas trop une troupe. Elle dit non, mais c'est pas grave, moi je veux qu'il y ait un truc naisse ici. Si vous voulez faire un truc tous les 2, faites-le. Ça me fait plaisir, allez-y. Ouais. Avec des conditions qui étaient intéressantes pour nous, justement pour pas propulser, mais en tout cas proposer un truc au nom du théâtre de 10h. Ouais. Et du coup, avec Kian, on s'est dit ouais, mais comme on écrit déjà pour les autres, on écrit ton spectacle, il vaut peut-être mieux faire un truc un peu conceptuel, un peu différent. Surtout que c'est un peu gratuit là, enfin c'est pas gratuit mais c'est pour kiffer là, c'est marrant, c'est pour rigoler. Et donc on a fait ce truc qui était un peu conceptuel parce qu'il y avait plein de trucs très différents, il y a des tableaux très différents. Ouais. Et avec un écran et il y a un truc avec un écran, il y avait le sketch dont vous êtes le héros qui est un truc que j'aimerais bien refaire moi. Un truc avec le sandwich. Ouais, il y avait le complot autour du sandwich. Ouais. Donc il y avait plein de petits trucs comme ça, il y avait le sketch du violon qui est un peu ressorti après derrière, quand on devait faire des scènes avec Kian, on faisait le sketch du violon. Ouais. Et voilà, donc c'est né comme ça, et en fait ce qui est marrant c'est qu'on a dû l'écrire en juin pour... alors je vais peut-être dire des conneries, mais je crois que c'était en juin pour juillet, ou en mai pour juin-juillet, on en a fait 7, et après il y a eu Bref, et on a dit à Fanny, là on est sur un truc, mais ça va peut-être pas prendre trop de temps. Donc dès qu'on peut, on te dit quand est-ce qu'on revient. Et on n'est jamais revenu. En fait, à un moment, on l'a appelé, on dit en fait, on peut pas revenir là, c'est pas possible. Ouais. À chaque fois qu'on pensait qu'on aurait une semaine de libre, ça se remplissait de plein de trucs parce qu'il y avait petit phénomène. Mais elle a bien compris, je pense. Oui, bien sûr, elle a super bien compris, elle était contente pour nous. Ouais. Mais du coup, on en a fait que 7. Et tu étais content avec ce spectacle ? Ouais, moi j'étais content, je trouvais ça cool. Ouais. C'était marrant, c'est marrant d'être à 2 sur scène. Ouais. Moi, j'ai vraiment kiffé ce spectacle-là. Je me souviens, je pense que j'ai vu soit le premier, soit le deuxième. Et vous n'étiez pas sûr, j'avais l'impression, en parlant avec toi et Kian, que vous aimez, mais vous n'étiez pas non plus hyper... vous ne pensez pas que c'était complet dans le sens abouti. Bah oui, il n'était pas abouti, et vu qu'on en a fait que 7... Ouais, mais j'ai vraiment aimé ce... Il faut plusieurs dizaines, voire centaines de représentations pour que ton truc soit à peu près abouti, ou en tout cas tu peux dire... Ça dépend de tes exigences, il y a malheureusement plein de gens qui sont pas aussi exigeants que ça. Ouais, dans le stand-up quand même, même s'ils le sont pas eux, les autres le sont. À leur place, Tu peux te dire que ton spectacle est génial et le faire 3 fois, le public te dira ouais, non en fait. Et donc,
peut-être je parle de tout ça pour te demander, est-ce que vous pensez remonter sur scène en duo En duo, pour l'instant, c'est pas... Vous êtes plus sur d'autres projets en ce moment? Ouais, en duo, c'est pas prévu. Là, on travaille sur son solo à lui. Oui. Ah d'accord, donc vous travaillez pour... Ouais. Donc il pense... Bon, je l'ai croisé récemment au Comedy School et j'ai vu des vannes qui étaient nouvelles, donc il travaille à un nouveau spectacle. Ouais. Bah, ce que tu as vu, du coup, c'était au Comedy School, ouais, c'est ça. C'était Comedy School, Comedy Strip aussi. Ouais. Bah, ça, c'est le dernier en date. Là, on va en réécrire d'autres, on les fait tourner, on les teste jusqu'à ce que ce soit pas mal. Des petits morceaux. Des petits morceaux, puis il faudra faire un showcase, enfin... On va faire les vraies étapes que tu connais bien. Hein. Voilà, on va faire toutes les étapes. Et justement, qu'il faut surtout pas griller là parce que il y a un risque. Enfin, il y a une chance et un risque qui soit attendu. Ouais. C'est ça le problème entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une chance, c'est un problème. Il y a une telle pression maintenant. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est le moment où justement, il faut dire non. Attends, faut tout faire, étape par étape, comme d'habitude. Faut surtout pas penser qu'au moment où, parce que là, je pense que s'il appelle. Il dit allô, j'ai rien, pas de spectacle, j'ai rien écrit. Est-ce que je peux avoir une salle la semaine prochaine? Il l'aura. Et du coup, est-ce que tu vois, il aura une prod, une salle, un distributeur, il aura tout, il aura un tourneur. Mais justement, il faut que ça assure aussi. C'est là qu'il faut faire gaffe. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi, vous sentez une espèce de pression, disant, il faut quand même sortir ce one man bientôt, sinon ça sera, vous allez rater la fenêtre, le temps. Non, sur ça on n'est pas du tout comme ça. D'accord. Mais c'est d'ailleurs cette philosophie-là qui était opposée à beaucoup de ceux qui voulaient, enfin à certains de ceux qui voulaient produire nos produits dérivés de Bref. Ouais. Où première réunion on leur disait attends, est-ce que si le travail qu'on a à faire dessus, ça prend du temps, ça sort en avril 2037, t'es encore d'accord pour le faire, ou est-ce que c'est un coup parce qu'il y a eu Bref? Et ils te répondent tous non mais attends, vas-y, viens, on y va. On le temps qu'il faut, mon pote. Mais après, quand ça met du temps, bizarrement, ils t'appellent plus, ils font des trucs sans te dire, et ça se... Donc non, nous justement, on est dans la philosophie inverse qui est... Moi, ma philosophie, c'est, par exemple, pour le film Bref qu'on est en train d'écrire, où pareil, je dis, moi, l'écriture, si elle prend 8 ans, elle prendra 8 ans, je m'en fous. C'est que si les gens s'en rappellent et qu'ils viennent voir le film, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un public qui est fidèle, qui s'est rappelé de Bref et qui a envie de le revoir. S'ils ont complètement oublié, tant mieux, c'est comme s'ils allaient voir un nouveau film et peut-être que ça relancera, tu vois, ça relancera Bref, mais ça leur rappellera qu'il y avait un truc qui s'appelait Bref qui était bien. Tu vois, enfin, je me dis, si demain ils font le film Friends, j'espère qu'il y aura des gens de 15 ans ou de 20 ans qui vont le voir sans savoir du tout ce que c'est, mais en disant, c'est un bon film. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, il faut essayer de faire un truc bien, quoi. Moi c'est très bien, hein. Je partage votre point de vue parce que c'est très sage quelque part. Vous voulez faire quelque chose c'est facile à avoir avant et c'est dur à avoir après le succès. Parce que après le succès, c'est-à-dire que c'est une vraie bagarre parce que tu sais que tu peux à n'importe quel moment. Parce que vous sentez régulièrement des appels en disant il faut le sortir maintenant et donc vous vous dites non on aimerait. C'est comme si tu étais très moche et fidèle et qu'un jour tu deviens très beau. Ça devient plus dur d'être fidèle parce que tout d'un coup il y a plein de meufs qui te disent on fait un truc toi et moi, et à chaque fois tu dis non parce que non, je suis bien, je suis fidèle. Donc voilà, c'est plus compliqué, mais c'est justement maintenant qu'il faut Et donc vous en êtes où avec ce film? Donc le prochain c'est un long métrage. On est sur, je pense que en vérité le prochain ça va être le spectacle de Cannes. Et donc t'es souvent là pour voir si les vannes marchent, de temps en temps, mais après lui il sait très bien le faire aussi. Mais là je pense qu'à la rentrée, là ça va être la nouvelle phase où il va falloir tester plutôt par tranche de 20 minutes, d'une demi-heure, pour commencer pour vraiment voir ce que ça donne. Et là, là je serai là je serai là pour noter un peu tout ce qui se passe et faire le point avec lui. D'accord. Donc quelque part vous prioritisez tout, c'est-à-dire on se concentre sur ton spectacle maintenant. Là normalement on devrait faire un peu les deux parce que ça se complète assez bien et que c'est pas le même principe, pas le même délire, mais les deux vont prendre un peu de temps. Et donc, t'es que sur ça ou tu travailles toujours pour... t'as d'autres projets à côté? Non, là, j'ai que ça, je crois. J'ai des petits trucs. Il y a la bande pas dessinée, l'intégrale, qui va sortir. Ah oui? Tu travailles toujours en faisant le BD? Là, ça y est, là, elle va sortir et c'est la fin. D'accord. Après, tu vas fin, basta. Voilà. Donc, en même temps, ça fait 6 ans. Donc, c'est bien.
D'accord, donc, mais c'était quelque chose en continu depuis 6 ans. Bah, moins Plus ou moins. les 2 dernières années, là, parce Ouais. qu'avec Bref, et puis Bien sûr, ouais. et Twitter, donc, Ouais. qui te nique parce que tu mets ta blague sur Twitter, Ouais. t'as plus envie de la faire en strip. Ouais. Voilà. Mais donc, du coup, là, le dernier truc, là, c'était l'intégrale qui sort en septembre. Ouais. Et après, ouais, je pense que les gros projets, en tout cas, les gros navires, ça va être le spectacle de Kian et le film Bref. Mais j'ai fait D'accord. des petits trucs, j'ai bossé, c'était marrant, j'ai bossé avec Poulpe et Davy sur le Golden Show. Ouais. Ah, C'était qui rigolo, cartonne maintenant sur Internet. Ah ouais, c'est vachement bien. Donc tu écris des petits sketchs pour eux. Ouais, voilà, je vais travailler un peu avec eux sur les derniers, là, les 2 derniers, Ouais. proposer des petits trucs. Ouais. Et donc t'es ouvert, t'as le temps pour travailler avec Bah, les là, autres. j'ai un peu plus de temps maintenant. D'accord. Là, ça y est, là, je retrouve le temps. Et donc c'est quoi ton envie pour l'année prochaine, pour cette année, à Je sais pas part encore. ces 2 projets? Je sais pas encore, je veux faire un podcast moi aussi. Ah oui? Ouais, ça fait 3-4 mois que je fais des échanges de mails avec l'ingé son de Bref, Oui. en disant mais attends, si je prends tel micro, parce que j'y connais rien, Ouais. et je branche là-dessus, ça marche, puis tu sais, lui il met 2 semaines à répondre, moi je mets 3 semaines à répondre, mais petit à petit. Et donc On est ça en serait train un de- podcast sur quoi? Et moi, alors je sais pas encore, ce que je veux faire, c'est moi et 4 personnes. D'accord. Voilà. Et, mais je sais pas encore trop comment. Audio ou vidéo? Audio. Oui. Voilà, 4 personnes et moi qui. Alors je vais voir si j'essaie de trouver un concept ou si c'est juste 4 personnes et moi Qui parle. qui parlons, voilà, et ouais, qui parlent. Et Des potes à toi, des humoristes? ouais, voilà, non, des gens, ouais, Ou sur qui des changent potes. chaque fois? Ouais, voilà, qui changent à chaque fois. Ah d'accord. Voilà, de dire, j'en sais rien, de dire, tiens, j'en sais rien, Dan passe, il est à Paris en ce moment, ouais, bah vas-y, viens avec Dan. Ouais. Je connais un autre américain, une meuf qui vient de New York, et on va faire un truc tous les 5 où on va parler des Américains. Je sais pas, on va retrouver, on va faire des blagues. Ouais. Par exemple, je me suis dit, et du coup ça te concerne, Ouais. mais je sais pas si je le fais à un moment ou à un autre, Ouais. ce serait marrant d'en faire une où j'interviewe des gens qui m'ont interviewé. Donc je voulais récupérer toi, il y a Fabrice Ouais. de Mademoiselle qui a fait 2-3 fois, même avant Bref, qui nous interviewait et tout, de dire attends, je vais en trouver 4 qui étaient cool en interview et tout, et dire ah bah je vais te reposer les mêmes questions. Ouais. Donc je trouvais ça marrant de récupérer les questions et Ouais, c'est cool. de dire alors. Et il y a beaucoup de gens qui t'appellent pour des interviews en ce moment ou Là, c'est un peu... Non, en ce moment c'est cool là. D'accord. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es juste heureux d'avoir retrouvé le temps? Ah ouais, ça c'est génial. Parce que là, c'est fait, Bref est fait. Ouais, voilà. Là, t'as moins de... Là on touche vraiment, mais ça fait pas longtemps, hein. Je pense que ça fait 3-4 mois. Oui. Un petit peu plus maintenant, on est quoi, on est en juillet, donc 6 mois qu'on touche vraiment vraiment là c'est fini. Ouais. La dernière réunion c'était qu'est-ce qui reste là sur Bref, est-ce qu'on peut arrêter? Ouais. Voilà. Donc normalement, à part l'international, Ouais. qui me concerne un peu moins, sauf si on nous appelle pour réécrire, pour expliquer aux gens comment faire Bref, ce qui est possible, parce que tu sais, quand tu vends à l'international, des fois tu vends aussi un pack qui est que ton réal va venir 2-3 jours parler avec le monteur, avec machin, pour dire, tu vois, des adaptations en fait. Ouais, des adaptations, Tu parles pas juste de sous-titrés, tu parles vraiment des gens qui vont vraiment voilà. Oh oui. Les adaptations, tu y vas un peu pour parler avec eux, ou alors ils sont très bons, parce que là il y a une adaptation israélienne qui est super. Mais à quel point t'as la liberté pour dire quoi que ce soit? Ah non, bah normalement tu vends le truc. Oui, mais parce qu'il peut dire, toi tu peux dire on a fait à notre sauce. Tu peux dire, oui bien sûr, puis c'est l'idée. Ouais. Enfin moi je préfère, surtout pour un truc qui est un peu ancré dans une société. Ouais. Je vais pas lui dire ah non, si chez eux c'est pas Facebook, bah mets le truc. Voilà. Ouais. Si chez vous un plan cul c'est pas, on s'en fout et que tu vois, il y a plein de trucs un peu différents. Mais je sais pas si t'as vu la version israélienne, c'est très marrant. Mais on peut le voir sur internet. Ouais. Mais ils l'ont fait très image pour image. Puis de temps en temps ils changent un truc. Ouais. Voilà, mais c'est très remake. D'accord. Ah, j'aimerais bien le voir. Ouais, c'est marrant. Donc c'est en hébreu. Ouais. Du coup. Ah ouais, c'est en hébreu. Il y a Bref en hébreu. C'est drôle. Et donc, en parlant de maintenant, tout est plus calme. Est-ce qu'il y a aussi une partie de toi qui disent j'ai réussi, comme tu parlais tout à l'heure de cette carte que tu as atteint. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui disent ça y est, je suis arrivé à un niveau où je voulais atteindre depuis mon enfance, depuis mon adolescence? Est-ce qu'il y a un côté de toi qui est soulagé?
Ouais, je sais pas. Parce que ou tu vois juste le prochain ouais, projet. mais tu vois souvent que le prochain projet, c'est comme quand est-ce que t'es riche. Jamais en fait. T'es jamais riche parce qu'à chaque fois que t'as de l'argent, t'en veux plus. Exactement. Alors si t'es pas porté sur l'argent, ça va être autre chose. Mais ouais, non, je sais pas, non. Non, je me dis, ah, c'est cool. Là, je me dis, là, en plus, là, ça y est, c'est l'été, il fait beau, c'est cool. En gros, je me dis, c'est cool. Si je veux rien faire, tu peux. Je peux rien faire. Et si à un moment je veux faire quelque chose, j'ai le droit d'appeler quelqu'un et dire, ah, j'aimerais faire quelque chose. Du coup, ça te laisse plus de temps, vu que quand je fais quelque chose, je suis vraiment investi, je suis vraiment dedans. C'est plus cool si ces choses-là sont vraiment, vraiment, vraiment exactement celles que je veux faire. Ça tient mieux. Quand t'es très, très investi parce que t'es consciencieux, mais dans un truc qui t'intéresse moins, tout d'un coup, ça devient fatigant parce que tu veux quand même que ça marche bien, mais il y a un mec en toi qui dit on s'en fout, vraiment on s'en fout, mais il y en a un autre qui dit ouais, mais on travaille bien. Donc c'est soit on fait pas, Bruno. Donc on fait. Et tu vois, et donc là en tout cas j'ai la chance, je me dis là je peux faire ce que je veux, pas quand je veux, mais en tout cas ce que je veux. Mais est-ce que c'est difficile pour toi pour trouver ce que tu veux, ou là tu sens, tu te connais assez bien pour savoir un projet qui te plaît ou pas? Non, bah en fait il y a le film et le spectacle de Cannes, c'est déjà suffisant. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans tu m'aurais dit, ça c'est énorme. Tu m'aurais dit fais un film, c'est bon, ma vie elle est faite, je suis bien. Donc il y a ça déjà. C'est des projets qui sont suffisamment importants pour que justement les trucs à côté, en fait c'est ça, c'est que tu peux revivre. Alors quand tout à l'heure je disais quand j'avais pas de sous, même un truc qui payait pas, je préférais faire un truc bien, un truc qui me faisait marrer, un truc où je voyais un intérêt. Bah là tu peux le faire, sauf que t'as des sous, donc c'est encore mieux. C'est génial. C'est-à-dire que là ça devient vraiment comme un loisir, c'est-à-dire que le plaisir que t'avais à écrire, tu le retrouves. Quand j'ai travaillé avec le Golden Show, ça me faisait vraiment plaisir, j'y allais comme quand j'étais jeune et que j'allais chez Kairon et qu'on allait écrire des trucs. Sauf que en sachant que maintenant ça va être fait avec un budget. Sauf que ça va être fait et que c'est bien. D'accord. C'est là, par exemple, alors je touche du bois, j'espère que ça se fera. Je travaille avec un chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ben Mazué. Et on bosse sur des vidéos pour son prochain album, etc. Donc j'espère que ça se fera, mais c'est un vrai plaisir de le faire du coup. Ça, j'y vais sans même demander, je m'en fous, je sais même pas si c'est payé en fait, je viens de me rendre compte que je sais même pas si c'est payé. Mais l'idée c'est de vraiment faire le truc qui te plaît. Voilà. Est-ce que tu as une question pour moi, ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus que tu aimerais dire qui m'intéresse? C'est le moment que j'aime beaucoup, souvent quand j'ai écouté plusieurs de tes podcasts, ce moment-là je l'aime beaucoup, tu sais, quand tu dis est-ce qu'on a tout dit, est-ce que ça fait très fin de conversation, genre on s'est pas pécho, tu sais, comme si on était en train de manger, puis à un moment on dit bon bah voilà. C'est pour ça que ça s'appelle donc voilà quoi. C'est vraiment le moment donc voilà quoi, c'est cette espèce de flottement de ce que je t'ai tout demandé, puis le gars en face qui essaie de dire attends est-ce qu'il m'a tout demandé, cette espèce d'envie de... c'est une question bizarre, j'avoue, parce que je te pose une question, est-ce que tu as répondu à toutes mes questions? Oui, mais est-ce que... C'est ça, c'est comment savoir si quelque chose, tu vois, à part si j'ai une histoire folle, tu vois, si je dis mais j'étais trapéziste aussi, tu vois. J'ai pas d'anecdote folle, pas de messages spéciaux à passer, je pense. Donc est-ce que j'ai une question? Alors je suis con parce qu'en fait j'ai écouté 27 fois j'en ai écouté 5, j'aurais dû me dire que tu allais me poser cette question, mais j'ai pas pensé. Si, j'ai une question. C'est pourquoi tu demandes aux gens de te poser une question à la fin de ton podcast? Donc voilà, en fait, je finis notre épisode là, pas parce que c'était la fin de notre conversation. Au contraire, en fait, c'était juste le début. Cette question a lancé une autre discussion qui a duré, je pense, une bonne demi-heure sur plein de choses différentes. Et je pense, je vais l'inclure dans un bonus plus tard que je vais sortir peut-être à la fin du mois d'août. Merci beaucoup d'avoir écouté 1h20 quand même de notre conversation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur Facebook, de liker la page. Donc voilà quoi, comme ça vous pouvez être au courant de tous les podcasts qui sortent. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et choses comme ça. Donc voilà quoi.